Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Viva Info en version française. Dans les actualités de ce jour, page fait divers pour les marchands ambulants sous le pont de Béouric ont manifesté en bloquant la rue ce matin pour protester contre l'interdiction de vendre durant les horaires qui leur avaient été pourtant accordés selon leur déclaration. D'après eux, ils occupent cet emplacement depuis la période du confinement lié à la Covid-19, mais aujourd'hui, la commune les a expulsés sans préavis ni explication claire. Reportage sur les images de Nzara Njenso. Colère et tension, barricades avec des bacs à ordures, incendie d'ordures, circulation complètement paralysée, tel est le visage de la manifestation des vendeurs ambulants sous le pont de Béouric ce matin. Ce sont surtout les marchands du matin qui ont exprimé leur mécontentement face à cette interdiction de vendre. Selon les marchands aux alentours, des horaires avaient été fixés pour leur activité, notamment de 6h30 à 8h. Mais ils affirment que ces accords ne sont pas respectés par la commune et qu'aucune information ni justification claire ne leur a été donnée concernant leur expulsion. De plus, selon les dires de ces vendeurs, ils ont été dès le petit matin en pleine installation de leurs marchandises et ces dernières ont été emportées par les responsables au sein de la commune. Les vendeurs dénoncent également une pratique récurrente des responsables communaux consistant à les expulser de cette manière alors même qu'ils paient des tickets réglementaires dont le montant reste flou. D'après Boud, vendeuse de chaussures, des fois ils leur font payer 200 ariars ou encore 500 ariars allant jusqu'à 1000 ariars quotidiennement. Les vendeurs ambulants de Béouric affirment aussi être victimes de pressions quasi quotidiennes malgré le paiement de ces tickets. Ils évoquent des menaces d'interdiction de vendre, la confiscation de leurs marchandises en cas de non-paiement de la part de certains responsables. Les forces de l'ordre se sont rendues sur place pour établir la circulation. Toutefois, les vendeurs restent insatisfaits malgré le passage des premiers responsables de la commune urbaine d'Antananarivo. La gestion des vendeurs ambulants demeure un dossier sensible pour la CUA, ces derniers refusant toujours d'être délogés de leur emplacement. Dans les actualités de ce jour également, la société civile appelle à la cessation immédiate des arrestations illégales. Elle appelle également au respect de l'état de droit et la préservation de l'intérêt général. Le point avec Fingessine Amirei et Yves Janel. Les arrestations de jeunes se multiplient ces derniers temps et la liberté d'expression est restreinte selon la déclaration de la société civile. Le manque de communication claire de la part des autorités suscite également inquiétude et peur au sein de la population. La société civile dénonce par ailleurs des méthodes d'enquête marquées par des menaces et des pressions morales exercées sur certains de ses membres. La société civile demande l'arrêt des arrestations illégales, le respect de l'indépendance de la justice. Le respect des droits fondamentaux et la préservation de l'intérêt général permettent d'éviter les divisions dans ce contexte sensible, souligne la société civile. Page politique toujours, on ne sait plus qui croire concernant les drones thermiques qui ont survolé les environs de la résidence du PRRM dans la nuit du 14 avril dernier. Le responsable de la communication au sein de la présidence de la refondation a-t-il été trop pressé de diffuser cette information sans la vérifier, ou bien la personne qui se présente comme créateur du compte Facebook Saint-Pasquil ou Malaga qui affirme être le propriétaire de ces drones ment-elle? Les détails avec Jean-Claude Ndjemalal. Parmi les informations largement relayées dans les médias figurent les déclarations du directeur de la communication de la présidence du régime de la refondation, affirmant qu'une tentative d'assassinat visant le couple présidentiel aurait eu lieu dans la nuit du 14 avril. De nombreux internautes ont également réagi à cette annonce sur les réseaux sociaux. Cependant, moins de 24 heures après cette déclaration officielle, le responsable du compte Facebook Saint-Pasquil ou Malagas a apporté des précisions concernant les 5 drones en question. Il a démenti les affirmations du régime selon lesquelles ces drones auraient été utilisés dans une tentative d'assassinat contre le PRRM. S'agit-il d'un dysfonctionnement dans la gestion de la communication au sein du régime de la refondation, ou bien l'information fournie par le responsable du compte Saint-Pasquil ou Malagas est-elle également erronée, ce qui expliquerait ces versions contradictoires?
Dans la suite des actualités de ce soir, le décret d'application relatif au Fonds national pour les vaccins à Madagascar est toujours attendu jusqu'à présent. La loi numéro 2016-058 prévoit la mise en place de ce fonds que la société civile considère comme l'une des solutions rapides permettant à Madagascar de progresser vers l'autonomie dans l'achat de vaccins. Selon les explications, la vaccination est appelée à devenir un programme économique en raison des nombreux bénéfices qu'elle apporte à plusieurs secteurs d'un pays. Les détails avec Anne Martina Inzarangenso. Selon un médecin, chaque dollar investi dans la vaccination génère un retour économique d'environ 23 $. Ainsi, la vaccination est classée parmi les programmes de santé les plus rentables pour un pays. Pour Madagascar en particulier, on peut dire qu'il existe aujourd'hui plusieurs types de vaccins dont bénéficie le pays. À titre d'exemple récent, l'arrivée du vaccin contre le HPV qui protège contre le cancer du col de l'utérus. Cependant, l'achat de vaccins reste l'un des défis majeurs auxquels le pays est confronté. Les partenaires financiers comme l'Alliance Gavi prennent en charge environ 85% du coût d'acquisition des vaccins. Cela signifie que Madagascar dépend encore largement de l'extérieur pour leur approvisionnement. La mise en œuvre de la loi 2016-058 constitue une solution urgente pour Madagascar, comme l'a souligné la société civile. Cette loi permettrait d'instaurer le Fonds national pour les vaccins, facilitant ainsi l'autonomie du pays en matière de consommation de vaccins et réduisant sa dépendance extérieure. Le décret d'application pour la mise en place de ce Fonds national des vaccins est donc toujours attendu. À noter que le budget alloué par l'État pour l'achat de vaccins a déjà atteint 23 milliards d'ariars. Toujours dans cette page sociale, le nouveau bureau de la commune de Talatamati dans le district d'Ambujachim est désormais achevé. Cette infrastructure a été réalisée en collaboration avec des bienfaiteurs. Parallèlement, l'accueil et la délivrance des documents administratifs pour les usagers seront améliorés selon ce reportage de fin de Sénamirei et Eugène. Cela fait plusieurs années que ce projet de construction de l'hôtel de ville, siège de la nouvelle commune de Talatamati, était en cours. Il est désormais achevé grâce à la collaboration avec des partenaires bienfaiteurs. Le bâtiment comprend 13 bureaux, dont celui du maire. Les habitants souhaitent un renforcement des méthodes de travail au sein de la commune. Des formations ont déjà été dispensées au personnel de la commune de Talatamati. L'amélioration des méthodes de travail fait également partie des efforts en cours, selon le maire. Les habitants participent également activement à l'inscription biométrique. À noter que la commune de Talatamati compte environ plusieurs milliers d'habitants, dont 60% sont âgés de plus de 18 ans. Page économique, la production d'orge collectée par les entreprises de transformation a chuté jusqu'à 69% actuellement. Le nombre de paysans producteurs est également en baisse. Les régions de Vaknakach, Amurunmani et Matiachambun sont les principales zones de production de cette matière première essentielle à la fabrication de la bière. Reportage signé Ruth Christelle Rakoutumalal. Si auparavant, les entreprises de transformation collectaient 11 500 tonnes d'orge, ce chiffre est aujourd'hui descendu à 8 000 tonnes. Parallèlement, le nombre de paysans producteurs a également diminué. Alors qu'ils étaient plus de 20 000 en 2025, ils ne sont plus que 15 000 actuellement. Une superficie de 1600 hectares est consacrée à la culture de l'orge dans les régions de Vaknakach, Amurunmani et Matiachambun. Concernant le prix, il était de 1750 ariars le kilo en 2025 contre 1700 ariars actuellement. La filière reste fragile, bien qu'elle constitue une source de revenus importante pour les zones rurales. L'augmentation des taxes sur la bière depuis 2024 constitue également un problème majeur pour ce secteur. Elle a entraîné une baisse du soutien des entreprises aux paysans, notamment en matière de fourniture de semences, d'engrais et de formation technique. Dans la suite des actualités locales, page culturelle, le festival du Tsapik se tient à Touliar à partir d'aujourd'hui. Ce rythme a été inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO à la suite des plaidoyers et des efforts soutenus du ministère de la Culture et de la Communication sous le régime du président Andry Rajoelina. Il devient ainsi la 4e culture malagasy inscrite au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Les détails avec Ruth Christelle Rakoutumalal. Tsapik, ce rythme est né dans les années 1970 à Touliar.
À l'origine, on utilisait un instrument traditionnel, puis à la fin des années 1980, la guitare électrique, la guitare basse et diverses percussions y ont été intégrées. Dans les années 1990, le zapik a commencé à gagner en popularité et à se diffuser largement. Des groupes comme Tearan, Terakal, Tirke l'ont fait connaître, même au-delà de Madagascar. Le régime du président Ange Rajoelina a accordé une grande importance à la culture malagasy. Depuis 2020, le ministère de la Communication et de la Culture n'a cessé de promouvoir la culture, notamment à travers la proposition du Kabar pour son inscription au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. En effet, chaque pays ne peut soumettre qu'un dossier par an. La demande a été validée en 2021, inscrivant ainsi le Kabar au patrimoine immatériel. L'élan ne s'est pas arrêté là en 2022. Le Hiragasy a été proposé à son tour avec une validation en 2023. En 2024, ce fut au tour du zapik avec une réponse obtenue en décembre 2025. De nombreux efforts et plaidoyers ont été menés tout au long de ce processus, aboutissant aujourd'hui à ce succès. Ainsi, depuis 2008, Madagascar compte désormais 4 éléments culturels inscrits au patrimoine immatériel de l'UNESCO, dont 3 ont été réalisés grâce aux efforts de l'ancien régime. Aujourd'hui et demain, le certificat mentionnant ce succès sera présenté officiellement au public de Toliara. Comme on dit, ce ne sont pas ceux qui ont véritablement tué l'ours qui se pavanent avec sa peau. Dans les actualités internationales, une trentaine de participants assisteront à la visioconférence ce soir coprésidée par Emmanuel Macron et le Premier ministre britannique Keir Starmer pour mettre en place une mission de sécurisation du détroit d'Ormuz quand les conditions le permettront, a annoncé mardi l'Élysée. France 24 nous en dit plus. Emmanuel Macron et Keir Starmer, main dans la main pour la diplomatie. Face à la guerre au Moyen-Orient, les deux dirigeants coprésident une conférence hybride tenue depuis Paris, avec 2 axes de travail, selon le Premier ministre britannique. Premièrement, les efforts diplomatiques pour exercer des pressions en vue d'une fin négociée du conflit et de la réouverture du détroit. Deuxièmement, la planification militaire destinée à garantir la sécurité de la navigation dès qu'un environnement stable pourra être établi. La France et le Royaume-Uni ont dénoncé le blocus du détroit d'Ormuz par les États-Unis après l'échec de pourparlers avec Téhéran le week-end dernier. Comme Londres, Paris évolue sur une ligne de crête, aidé à rouvrir le couloir stratégique sans être entraîné dans la guerre israélo-américaine contre l'Iran. Mais pour certains analystes, difficile de faire avancer le dossier sans les protagonistes du conflit. Toute mission visant à sécuriser le passage des navires dans le détroit doit prendre en compte le contexte diplomatique. Vous devez discuter avec les Iraniens. Les Européens ne sont pas en capacité de mettre les États-Unis de côté. L'Élysée revendique une trentaine de participants, en plus de Friedrich Merz et de Giorgia Meloni. Des pays moyen-orientaux, asiatiques et latino-américains se joindront à la conférence. Dans le reste de l'actualité internationale, un cessez-le-feu de 10 jours entre Israël et le Liban est entré en vigueur aujourd'hui après avoir été annoncé par le président américain Donald Trump. De nombreux déplacés ont entrepris de rentrer chez eux après l'annonce, retrouvant souvent des ruines à leur retour. France 24. Après avoir rassemblé leurs affaires, de nombreux Libanais ont pris la route ce vendredi matin. Direction le sud du pays. Ils rejoignent leur village après le cessez-le-feu entre Israël et le Liban, entré en vigueur dans la nuit de jeudi à vendredi. À leur arrivée, ils trouvent souvent des bâtiments en ruine et leurs quartiers dévastés, comme ici à Jipchit. Mais certains sont soulagés de pouvoir rentrer chez eux après 1 mois et demi de guerre.
J'étais extrêmement heureuse car nous avons pu rentrer rapidement chez nous. L'annonce du cessez-le-feu a été si soudaine, on ne s'y attendait pas. À quelques kilomètres de là, aux portes de la ville de Nabatiyeh, ces Libanais accueillent les voitures avec les drapeaux du Hezbollah et levés de la victoire. Ceux-là rendent hommage aux combattants du mouvement chiite et à son ancien leader. Nous sommes à ton service, Hassan Nasrallah. Que Dieu protège nos combattants. Un cessez-le-feu de 10 jours a été annoncé jeudi par Donald Trump entre Israël et le Liban. Le président américain a assuré que le Hezbollah fait partie de l'accord. Et il a annoncé qu'une rencontre entre Benyamin Netanyahou et le président libanais Joseph Aoun aurait lieu à Washington dans les prochains jours. Le Premier ministre israélien a salué jeudi soir une occasion de paix qu'il qualifie d'historique avec le Liban. Il continue d'exiger le désarmement du Hezbollah et confirme que les forces israéliennes resteraient déployées dans la région. Nous restons au Liban, dans une zone de sécurité renforcée, une zone de sécurité de 10 km de large, bien plus solide, puissante, continue et compacte que celle dont nous disposions auparavant. Dans un communiqué, le Hezbollah a affirmé vendredi que ses combattants gardaient le doigt sur la gâchette en cas de violation de la trêve de 10 jours entrée en vigueur dans la nuit. Dans le continent africain, au 3e jour de la visite du pape au Cameroun, selon le Vatican, 120 000 fidèles ont assisté aujourd'hui à une messe géante de Léon XIV à Douala, alors que le gouvernement camerounais avait annoncé une estimation de près d'1 million de personnes. Le souverain pontife poursuivra ensuite son périple en Angola et en Guinée équatoriale. Les détails, toujours avec France 24. Léon XIV a prôné la paix et la réconciliation à Bamenda, une ville gagnée par la ferveur de sa visite dans une région meurtrie par près de 10 ans d'un conflit meurtrier entre l'armée camerounaise et les séparatistes anglophones. Devant des dizaines de milliers de fidèles venus des 4 coins de la région du Nord-Ouest, il a délivré un message d'espoir. « Je suis porteur de paix », avait-il déjà déclaré en mi-journée lors de la conférence œcuménique sur la paix qu'il a présidée à la cathédrale de la ville, avant d'ajouter qu'il est venu pour apporter du réconfort aux populations meurtries, des populations qu'il a exhortées à œuvrer sans relâche pour la recherche de cette paix. Regardons-nous dans les yeux, assumons nos différences, mais ne cessons jamais de rechercher la paix, a lancé le souverain pontife. Un message reçu 5 sur 5 par ses fidèles. Nous pensons que quelque chose d'important s'est produit aujourd'hui et cela va promouvoir cette paix pour laquelle nous avons prié depuis si longtemps. Je suis si heureuse qu'il soit venu à ce moment précis à Bamenda. Ma plus grande attente est que nous retrouvions la paix que nous attendons depuis longtemps. Le pape Léon XIV répondait ainsi à Monseigneur Andrew Nkeya, l'archevêque de Bamenda et président de la conférence épiscopale du Cameroun, l'un des orateurs de ces rencontres, et qui a déclaré que le souverain pontife ne pouvait pas arriver à Bamenda à un meilleur moment car les populations sont épuisées par 10 années de crise et ont soif de paix. Des populations du Nord-Ouest qui sont sorties en masse pour accueillir le pape Léon XIV. Les principaux carrefours de la ville étaient noirs de monde dès les premières heures de la journée. C'est une foule immense qui s'était massée tout au long des 19 km qui séparent le centre-ville de Bamenda à l'aéroport de Bafut. Des populations enthousiastes de tous âges, jeunes, vieux, hommes, femmes et enfants, dont certains brandissaient ce qui est considéré ici comme l'arbre de la paix, ont acclamé le souverain pontife tout au long du trajet. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette édition, cette soirée du vendredi 17 avril 2026. Nous vous remercions de votre fidélité et je vous souhaite une très bonne soirée en compagnie de Viva. Très bonne soirée à tous. Au revoir.